Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit, sur metatv.org. C'est la saison 2. Ce soir, on reçoit Eric Fioril avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous les métanautes, évidemment, parce que je sais que voilà, vous êtes tous connectés, hein, Vals, Véronique Isabelle, Fab. J'ai vu qu'il y avait Erwan, Samwang, Axo, etc. Bah, salut à tous. Donc, Eric, vous êtes connu déjà pour votre livre, La démosophie. Il y a un site internet aussi. On peut dire que c'est quoi? C'est une philosophie, la démosophie? C'est... Comment on peut la définir? Parce que moi, si je prends démosophie, alors on va dire que c'est peut-être quoi? C'est un jeu de mots, démo le peuple, sophie la sagesse Oui. du peuple. Oui. C'est un peu comme ça qu'on peut... Bah, disons que dans l'esprit, au départ, j'ai choisi ce titre sur cette base-là, c'est-à-dire en me disant, bah, le peuple n'est pas idiot, il n'a pas besoin de suivre des gens, il est tout à fait capable lui-même, chaque individu, a toutes les capacités pour utiliser sa sagesse à se gouverner. Et donc sur cette base-là, le mot démosophie vient logiquement se... Démosophie. Alors, parce que, bon, vous, pour expliquer un peu quand même votre parcours, vous êtes, on va dire, allez, un citoyen lambda, quoi. C'est ça? Ah oui, complètement lambda. C'est ça, c'est monsieur tout le monde, et un jour, vous en avez eu marre. C'est quoi, c'est quoi le déclic? Mon histoire, c'est pas tout à fait ça. Mon histoire, c'est celle, je crois, de plein de gens. Il y a plein de gens qui nous regardent en ce moment, qui ont dû forcément, à un moment ou à un autre de leur vie, ouvrir un journal et voir qu'une nouvelle loi était votée et se dire mais ça c'est pas logique. Vous voyez simplement ce réflexe de dire mais ils sont stupides, pourquoi ils font ça? Ça va contre nos intérêts. Et dans tous les domaines, éducation nationale, santé, enfin dans tous les domaines qu'on veut. Et il est rare qu'il y ait des gens à qui c'est pas arrivé de se dire mais leur décision n'est pas logique. Donc à partir du moment où on se pose cette première question, on se dit il n'y a pas beaucoup de solutions où ces gens sont stupides et à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi ils nous dirigent, ils nous gouvernent et notre qualité de vie dépend d'eux. Ou alors ils ne sont pas stupides et à ce moment-là, il y a une autre raison. Et s'il y a une autre raison, alors je veux chercher laquelle. Et c'est là que vous êtes mis à faire des recherches. À partir de ce moment-là, on commence à chercher. Et puis un beau jour, on tombe sur des grosses opérations qui, au niveau du... Il y a certaines particularités dans certains pays, et c'est le cas aux États-Unis, où au bout d'un certain nombre d'années, il y a des documents qui sont déclassifiés. C'est-à-dire que des journalistes ont le droit d'avoir accès à des documents militaires, Bon. Et il s'est révélé que dans les années 60, il y avait un plan posé, prévu, bien écrit, bien dans tous ses détails, de choisir des étudiants américains, de les mettre dans un avion et d'abattre cet avion et d'en accuser Cuba pour justifier une invasion de Cuba. Ça veut dire, c'était ça. Exactement. Donc ça veut dire que même si c'est 30 ou 40 ans après, on découvre qu'un gouvernement et des gens assez nombreux impliqués dedans, c'est-à-dire des ministres, des responsables de l'état-major militaire, donc des personnalités les plus importantes du pays, étaient tout à fait capables de sacrifier des centaines de leurs propres ressortissants pour justifier une action qu'eux désirent faire. D'accord? Alors quand le 11-9 arrive derrière, et que cette fois-ci c'est 5000 personnes, et puis que c'est tellement grossier comme montage, c'est tellement mal fait, c'est presque aussi mal fait que l'assassinat de Kennedy. C'est un montage complètement raté. Je veux dire, tout le monde s'est rendu compte pratiquement tout de suite que c'était un montage. Et donc, bon, même s'ils ont réussi à escamoter les preuves, à faire disparaître des témoins, bon, ils ont réussi pas mal de choses, comme avec Kennedy, la même chose. Ils ont même réussi à faire disparaître les radiographies. Bon, mais c'est trop gros, quoi. Et quand c'est trop gros à ce point-là, bah, forcément, on se met à redoubler, parce qu'on ne peut pas passer une vie entière à se focaliser sur autre chose, on devient fou sinon. Donc j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie sociale, j'ai une vie d'éducation de mes enfants, etc. Et puis ça passait un petit peu en arrière-plan, ce supra-gouvernement qui dirigeait nos dirigeants et toutes ces anomalies, ça passait un petit peu en arrière-plan. Et puis quand cette affaire du 11-9, elle arrive, là c'est un petit peu, je me suis dit, bon, ça va forcément, c'est grave, c'est sérieux. Et donc là, je me suis mis à investiguer, mais alors vraiment complètement. C'est-à-dire d'utiliser tout ce que j'avais déjà,
puisque le premier livre de la démosophie est sorti dans les années 90, donc c'est vieux. Et ça consistait aussi à dénoncer le premier concept, ça consistait surtout à dénoncer ce que j'avais constaté dans ma vie professionnelle. Il se trouvait que j'ai été en rapport avec les Chirac, avec Mitterrand, et avec leur mode d'élection. Et donc j'ai constaté énormément de choses. J'ai vu des types arriver avec des valises de faux billets de 500 francs qui nous proposaient à 100 francs. J'ai vu tout le réseau de banques de tout le groupe Chirac avec les faux chèques, les fausses traites, les montages de bidons de société. Enfin, j'ai connu toutes ces escroqueries-là pour financer les partis, et puis tout l'argent qui manipulait. J'ai été aussi dans la société, la première société qui a été escroquée par cette fameuse affaire qu'on a appelée l'affaire Urbac-Raco. Urbac-Raco, je m'en souviens très bien. Et donc je travaillais dans la première société, l'UDD, qui était la première qui a été escroquée par Urbac-Raco et qui est parue à l'époque en gros dans les journaux, etc. Donc j'ai été tellement confronté à ça, et puis ensuite, sans dire le nom, j'ai travaillé pour un groupe de presse assez important, dont les journaux, tout le monde les connaît. Et puis j'ai constaté un fonctionnement qui était absolument extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. À savoir que ce groupe de presse a parmi ses associés un sénateur. Ce sénateur, quand il a besoin de 40 ou 50 000 euros pour aller faire un petit voyage de 15 jours avec des filles, etc., ben, le journal lui sort l'argent en espèces et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas... Alors forcément, comme j'étais en train de travailler dans ce groupe de presse, j'ai un petit peu fouillé, et puis j'ai découvert des choses absolument ahurissantes, quoi. Des factures énormes que ce groupe n'a jamais payées à personne et pour lesquelles il n'est jamais inquiété, parce que le sénateur est ami du président du tribunal de commerce. Et donc c'est un monde complet de magouilles permanentes et constantes. Et bon, ça conduit le pays On peut dire que la France est sous la coupe d'une mafia. Oui, bah, on l'appelle la mafia, on l'appelle franc-maçonnerie, on l'appelle... Ce sont des mots, mais disons qu'il y a des groupes organisés pour piller le pays, qui le font depuis longtemps, et qui le font en utilisant toute une masse de gens qui sont un petit peu inconscients de ce qu'ils font. Juste qui veulent profiter à... Vous prenez un type dans une petite administration, vous prenez un type qui est en bas de l'échelle, et puis qui est manifestement stupide. Et puis vous le mettez chef. Et puis ça y est, vous avez un serviteur dévoué. Et donc quelqu'un qui ne se posera pas de questions le jour où son supérieur va lui dire « Tiens, signe-moi ça, on va faire... » Et puis voilà, et puis tout fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on a les plus médiocres à chaque fois, un peu... C'est pratiquement une sélection par l'incompétence. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a un nid de médiocrité, quoi, quand on voit nos hommes politiques. Ouais. Mais tous plus les uns que les autres. Oui, oui, ça monte très haut. On en a eu une belle démonstration il n'y a pas longtemps avec le ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Ah bah. Vous avez suivi ça, je suppose? Oui, j'ai suivi, oui. Bon, alors quand vous avez un ministre de l'Éducation nationale à qui vous demandez si Mozart était un grand peintre et si Aristote était un grand musicien, et puis qui réfléchit beaucoup avant de vous répondre, il faut s'inquiéter, je crois. Et ce sont les gens qui décident de l'éducation de nos enfants. Ce sont ces gens-là. Et il y a quelque chose de tout à fait inconvenant. Ça ne tient pas debout, je veux dire, c'est un illogisme exagéré. Et est-ce que justement, alors ces réseaux qui maillent comme ça un peu justement le monde politique, le monde économique, le monde médiatique, est-ce qu'on peut parler d'un grand réseau ou alors c'est des réseaux justement, et comme disent certains, qui sont aussi en opposition entre eux, qu'il y a des conflits entre ces grands réseaux, tout le monde, ils ne fonctionnent pas tous dans le même sens? Oui, il y a des conflits, mais on les constate avec beaucoup d'années de recul. Par exemple, un des conflits les plus gros qu'on connaisse, c'est le début du pétrole. Le début du pétrole, ça se passe à Bakou, donc la zone au-dessus de la mer Noire. Et dans cette zone, au départ, il y a deux familles qui contrôlent le pétrole. C'est la famille de la dynamite, la famille Nobel, et puis la famille Rothschild. Non, pardon, c'est la famille Rothschild. Et puis, Rockefeller veut manger le morceau. Et fait des accords avec des communautés, avec des militaires russes pour provoquer des pogroms et se servir de massacres de juifs dans la région pour virer
Rothschild et Nobel, etc. Et à la fin, il réussit et il prend le contrôle de tout le pétrole de Bakou. Et donc ça, c'est un exemple où deux des familles les plus puissantes, enfin trois avec les Nobel, des familles vraiment les plus puissantes de l'histoire, se sont affrontées entre elles. Et je crois que ça doit continuer. C'est-à-dire qu'au niveau des opérations actuellement financières, je ne crois pas, mais c'est une impression personnelle, hein, je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'ils se réunissent en tant que pôle en se disant, bon, ben, moi, Chase Manhattan Bank, moi, First City Bank, moi, on va tous se mettre d'accord pour le même jour faire... Je crois pas. Je crois qu'à chaque fois, il y a une guéguerre entre eux. Et que chacun, s'il peut prendre à l'autre, il le fait. Mais c'est une impression. Je suis pas dans ce secret absolu des quelques rares familles qui mènent tout le jeu et tout le bal. Et comment, justement, Comment on peut un peu les définir, ces structures? C'est-à-dire que... Alors, pour les définir et les cerner... Voilà, comment ça s'organise un peu? J'ai regardé juste avant de venir ici un historique de cette fameuse société dont je parle dans une dernière vidéo, là, quand je parle des Illuminati et des francs-maçons. Il y a ce qu'on appelle la société théosophique, qui a été créée donc par Madame Blavatsky, Alice Bailey, avec Crowley, tout ça, les successeurs d'Albert Pike, enfin tout ça c'est le monde que beaucoup de gens appellent ou sataniste ou luciférien. Bon. Des gens qui recommandent, parce qu'ils ont laissé des écrits, on peut lire leurs livres. Et dans leurs livres, ils recommandent la pédophilie, le sacrifice de jeunes enfants pour acquérir de la puissance et se rapprocher de Lucifer, etc. Donc ça répond à une mystique. Et ces gens ne s'en cachent pas, ils ont écrit des bouquins pour ça. Donc tout le monde peut les lire et voir que ces gens pensaient cela. Et ces gens créent une société théosophique qui inclut, et là on trouve tout un réseau. Et dans ce réseau, on trouve Rudolf Steiner, qui est le président allemand. Curieusement, il est aussi le fondateur de la société Thulé. Ah, la société... Oui, et la société Thulé, c'est de là d'où sort Hitler. Hitler, ouais, tout à fait. Ensuite, curieusement aussi, on trouve que le président mondial actuel, c'est Radha Burnier, une femme hindoue. Or, cette femme est aussi le grand maître mondial de la loge du Grand Orient. Ah. C'est-à-dire que c'est le patron de Hollande, de tous les dirigeants actuels, curieusement. Et elle est aussi forcément l'une des principales animatrices du groupe qui réunit donc la franc-maçonnerie, la société théosophique et une multitude d'autres sociétés occultes dans un seul groupe qui est représenté à l'ONU et qui s'appelle la Lucifer Trust. Et comme le nom était un petit peu trop choquant il n'y a pas très longtemps de ça, ils l'ont changé. Maintenant, c'est Lucis Trust. Mais n'importe quel téléspectateur peut entrer sur le site de l'ONU, marquer Lucis Trust, et puis il va voir qu'effectivement, c'est un site enregistré, financé par l'ONU, etc. Donc c'est complètement officiel et légal. Or, ce groupe décide des actions sociales, économiques, etc., dans un tas de domaines. Et les principaux dirigeants de ce groupe, vous allez trouver dedans Rockefeller, bien sûr, vous allez trouver dedans Gorbatchev, le fondateur de Wikipédia, le grand maître mondial de la loge du Grand Orient, enfin, toutes sortes de gens qui sont tous liés, donc automatiquement, à travers ça. Et quand vous prenez le chemin des recommandations puisque là on parle de la mystique, c'est-à-dire de la spiritualité humaine, on s'approche de très près de la psychologie humaine, donc de la manipulation des peuples. Vous êtes d'accord? Eh bien, si on suit ce chemin, alors on peut se poser la question, comment aujourd'hui on peut voir à la télévision ce nouveau programme qui vient de sortir, moi que j'ai regardé il y a quelques jours seulement, qui est extrêmement choquant, où on prévoit par la télévision maintenant d'enseigner durant des programmes à des périodes spéciales aux jeunes enfants de 3 à 9 ans. On leur recommande un programme spécial pour leur enseigner la sexualité. Et ce programme se présente avec un grand noir de 2 mètres de haut, bien le beau noir costaud, style la cage aux folles, c'est-à-dire habillé comme une folle et qui... Bon, enseigner le plus vite possible aux enfants que ça, c'est la normalité. Alors, bon, voilà à quoi mène ça. C'est quoi le projet qui se cache justement sur la sexualité des enfants? Parce qu'on voit bien ces coups de boutoir. Oui, c'est la fameuse théorie du genre. Alors, voilà. Pourquoi? D'abord, ce qui est... Je crois que là, on trouve une relation directe.
Parce que comme ça, c'est un programme qui est décidé au niveau mondial. Si c'était, par exemple, au niveau national, ça arriverait dans un pays, pas dans l'autre. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc si ça arrive simultanément, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, dans tous les pays contrôlés par le Club Bilderberg. Donc tout le monde occidental, tout ce que contrôle l'ONU, grosso modo. Et donc, c'est un même réseau. Après, comment est-ce que c'est possible concrètement? Essayons de penser les choses concrètement. Voilà un petit groupe à l'ONU, de sociétés lucifériennes, théosophiques, francs-maçonnes, etc., qui décide qu'il faut manipuler les enfants dans tel sens, qui décide de lancer donc des programmes d'émissions de télé, etc. Mais comment arrive-t-il à ce que chaque ministre d'éducation nationale dans chaque pays mette en place un programme comme ça pour les enfants? Est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a un réseau? Ouais, forcément. On ne voit pas comment ce serait possible autrement. Oui, parce que c'était un peu pareil dans le mariage pour tous, c'était dans tous un peu La plein même de pays, chose. une proposition Tout en même temps. à l'arrivée en Pologne, en Espagne, en machin, enfin bon, en Espagne Tout en c'était un même peu temps. avant, mais voilà, ça arrivait dans plein de pays en même temps. Tout en même temps. Et donc, forcément, à partir du moment où on admet que tout ça c'est un programme, alors il faut essayer de comprendre le pourquoi du programme. Et le pourquoi du programme, a priori, c'est une déstructuration de personnalité. Et ici, ce qu'il faudrait qu'on invite, ce sont des psychologues. Ce sont des psychiatres, ce sont des gens qui ont travaillé sur des destructions de personnalité, des gens qui ont travaillé sur des gens qui ont eu des personnalités multiples, comme dans le cas des programmes américains, Monarch, MK Ultra et autres, etc. Donc si on a avec nous des psychologues ou autres, ils vont vous expliquer qu'un enfant à qui vous détruisez la notion de couple, la notion de deux sexes opposés, qui est innée, qui est naturelle, mais si vous la détruisez, vous allez détruire une partie de sa personnalité, de son fonctionnement normal. Or, on le sait depuis toujours, les enfants maltraités reproduisent les mauvais traitements. Et ça a toujours été. Donc, on a des enfants qui vont être maltraités psychologiquement de cette façon-là et qui vont le reproduire. Donc, on est en train de fabriquer des pédophiles, on est en train de fabriquer des déviés sexuels. Oui, c'est ça, parce que à la fin, on aura quoi? Une société de déviants sexuels en majorité. C'est-à-dire que la déviation sexuelle sera devenue la norme, quoi. Et puis des victimes, surtout potentielles. Parce que le petit gamin de 9 ans, 10 ans qui a été éduqué de cette façon, si un vieux monsieur vient lui faire des propositions, il ne va pas trouver ça choquant, il va trouver ça normal. Parce que c'est ça qu'on est en train de leur enseigner. On est en train de leur enseigner que tout cela est normal. Ils sont pas en train, quelque part, de légaliser la pédophilie Si, c'est la finalité, de toute façon. Voilà, arriver à une forme de... Oui. Comme ça, on arriverait à une forme j'ai envie de dire, de normalisation qui ferait qu'ils n'auraient plus besoin ni de se cacher, ni de... C'est ce qu'ils font avec le mariage gay, ce qu'ils font avec... tout ça, c'est une progression qui est suivie. Et qui va vers une destruction de personnalité pour avoir des gens extrêmement soumis et malléables à l'extrême. Et donc des personnalités détruites, on peut les détruire par le sexe, on peut les détruire par d'autres moyens, mais le sexe est un des éléments clés de l'être humain. Et donc si on commence à détruire des personnalités comme ça chez des très jeunes enfants, eh bien on arrive à avoir des adolescents qui vont être complètement perturbés, et puis ce seront des adultes encore plus perturbés, et puis qui reproduiront d'autant plus. Mais ils ont une expérience de cela, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est ce que je passe beaucoup de temps à expliquer dans ce livre. Pour comprendre réellement leur schéma, il faut admettre que ce sont des schémas mystiques, c'est-à-dire des schémas spirituels. C'est une croyance qu'ils ont. Ils pensent faire... Pour eux, c'est ça le bien. Nous sommes Satan. En éduquant nos enfants avec des valeurs morales et tout, nous sommes leur Satan, nous sommes le mal. Pour eux, le bien, c'est pas ça. Le bien, c'est respecter la nature. Et la nature veut que l'homme soit un prédateur et un prédateur de l'homme. D'après eux et leur mystique, c'est cette croyance qu'ils suivent. Donc leurs propres enfants sont traités de cette façon. Et c'est l'expérience de génération où ils pratiquent couramment l'inceste, où la religion elle-même exige parmi les premières cérémonies l'orgie permanente, donc toutes les cérémonies sont les cérémonies orgiaques au départ, et donc le sexe prend une importance complètement différente chez eux que chez l'être humain normal. Mais il y a un côté rituel magique un peu dans le sexe, parce qu'on a parlé beaucoup de ça, pour ça on parle, je veux dire les témoignages qu'ont transpiré sur ces fameuses cérémonies dans lesquelles il y aura justement à la fois du sexe, à la fois des rituels magiques.
Oui. Donc, voilà, on boirait le sang d'enfant, je sais pas, des choses assez horribles. Oui, bah ça, on a la preuve que ça existe. Après, de les relationner directement et de les inclure tous, je ne crois pas qu'on ait raison. Par exemple, là, il y a très récemment, il y a 3 mois de ça, 2-3 mois, donc c'est vraiment tout récent, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est au Brésil, ils ont arrêté donc une loge franc-maçonne qui avait pour coutume de saisir, de capter, au Brésil c'est assez facile de capter les jeunes enfants dans la rue, et de leur retirer le cœur et le foie et de le manger. Donc, ils ont arrêté cette loge complètement, une grande partie des membres, ils s'appellent les Chevaliers Templiers, ou un truc comme ça. Bon. Mais est-ce que c'est une secte qui s'est orientée complètement comme ça, dont le rituel d'initiation au départ, pour chaque membre qui rentre à nouveau, dans quelles conditions ça se fait, etc. On ne peut pas étendre ça à la planète. Il y a un groupe qui est comme ça, il y a un autre groupe qui est autrement. Je crois que ces gens s'unissent aussi par affinité. Il y a ceux qui vont être orientés sur la pédophilie. En France, c'est très fortement orienté sur la pédophilie. En Belgique, encore plus. Et donc là, c'est encore d'autres organisations pour satisfaire leur vice. Oui, parce qu'on m'a parlé aussi beaucoup de ce chantage qui est exercé sur certains hommes politiques, parmi lesquels on prendrait des photos, des preuves en fait dans des situations compromettantes, oui, puis on les ferait chanter ensuite, ils seraient à la merci de... Oui, c'est plus qu'un chantage, c'est une norme. C'est une norme. Tous ces gens gardent le secret absolu sur ces rites, sur ces cérémonies, etc., parce qu'ils ne peuvent pas les mettre au jour par rapport à notre société, par rapport au public. Donc, dès l'instant où ils sont rentrés, dès cet instant-là, il y a trop de témoins et c'est fini. Ils seront toujours obligés de suivre la progression. Ils ont mis la main, ils mettront le bras et le reste. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils ne pourront jamais en parler. Combien vous avez de repentis des hauts niveaux d'Illuminati? Pratiquement jamais aucun. Ouais, très peu. Jamais. Le seul cas connu, enfin pour ma part, le seul que je connais, c'est Svali, qui a écrit donc ce fameux bouquin, Breaking the Chain. Et à part elle, je ne vois pas beaucoup d'autres cas. Mais par contre, elle explique bien que des petites filles, elle avait 9 ou 10 ans, on l'a fait assister à l'égorgement d'un petit garçon, etc. Elle raconte les cérémonies, elle donne les détails, etc. Et ça correspond bien à ce qu'on lit dans les autres. Après, il y a les cas comme dirais-je, marginaux. Dans l'histoire de France, il y a le fameux cas de la voisin, où on a retrouvé un charnier de plusieurs milliers d'enfants, et elle sacrifiait les petits-enfants pour aider les aristocrates à être bien vus du roi auprès de la cour. Donc, il y a cette notion magique, occultiste, etc. Mais en attendant, on ramasse des enfants dans la rue et on les massacre, et par des cérémonies monstrueuses. Et c'est une normalité depuis toujours. La mère du duc d'Orléans, la famille d'Orléans est déjà réputée pour cet aspect sexuel, etc., et pour avoir été le berceau de l'illuminisme, c'est-à-dire des illuminés de Bavière quand ils sont arrivés en France. C'est là qu'ils ont trouvé tous les appuis pour participer au lancement de la Révolution française, qui devait normalement au départ pas être une révolution du peuple, mais donner le pouvoir au duc d'Orléans. Et la mère du duc d'Orléans avait, seulement parce qu'elle avait entendu parler de bains de sang, que ça allait la rajeunir, elle y croyait, elle avait réussi à obtenir que le chef de la police, donc on parle bien toujours de gens des hautes sphères, le chef de la police ramassait des enfants dans la rue à son intention et ensuite on les égorgeait et tout jusqu'à remplir une baignoire de sang pour qu'elles prennent des bains de sang. Donc depuis toujours, ces gens se croient une élite complètement au-dessus du monde, au-dessus de l'humanité. Ils sont des demi-dieux dans leur esprit. Mais ça commence. Et donc ils ont tous les droits. On peut remonter jusqu'à quand? Parce que on peut remonter à, comment il s'appelle, c'est Boniface, le pape, qui, au moment de mourir, a fait égorger 2 ou 3 petits garçons pour se faire transfuser leur sang, et en pensant qu'il allait revivre, etc. Donc ça remonte très très loin. Et puis si on veut remonter encore plus loin, on peut remonter avant les religions monothéistes. C'est ce qu'on appelait le culte de Baal. Voilà, le culte de Baal. Et donc ça remonte... Bon, il en est resté quelques cultes qui ont continué, on en retrouve des traces quand on lit les mémoires de certains Romains, de l'époque romaine, on retrouve des traces du culte d'Isis, qui était réputé pour ça, qui était... le sacrifice de jeunes enfants, etc. Donc, mais tout ça, c'était déjà les restes de ces fameux anciens cultes de Baal qui se pratiquaient dans tout le Moyen-Orient.
Et on dit Et que ailleurs. comment on appelle ça, l'obélisque, c'est un reste du culte de Baal. C'est vrai? Alors, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Alors on me dit la magie noire a toujours été présente dans les hautes sphères. Ouais, ça c'est Oui. quelque chose. Oui, parce que justement, je peux pas, à une télévision vis-à-vis des gens, je peux pas expliquer ce qu'est cette religion. Je le fais durant les conférences. Je le fais durant les conférences, mais en prenant toutes les précautions, etc., pour avertir avant. Et je leur explique comment elle fonctionne, cette religion. Parce que cette religion existe, et elle a toujours existé, et elle existe toujours. Et c'est une religion qui est à l'opposé complet des religions normales connues. Donc l'hindouisme, le shintoïsme, le taoïsme, les religions monothéistes, le musulman, juif, chrétien. Tout ça sont des religions, si vous les prenez toutes dans leur fond, dans leur expression majeure, ce sont des religions qui ont bâti notre société, et donc qui l'ont bâti sur des normes de bien, sur des normes humaines, c'est-à-dire de solidarité, et les analyses des philosophes vont dans le même sens, à savoir que l'humain se développe à partir du moment... Il y a une image qui est assez bien connue pour cela, quand on parle entre l'enfer et le paradis, c'est de donner des cuillères qui font 3 mètres de long à chacun et un chaudron au centre. L'enfer, c'est de devoir manger avec sa cuillère, et le paradis, c'est de savoir avec sa cuillère donner à manger à l'autre. Donc, ces notions de bien et d'humanité qui évoluent grâce à la solidarité, grâce à l'humanisme, c'est ce qui compose toutes nos religions officielles. Et puis, il y a cette religion qui est celle de gens qui s'estiment être des demi-dieux et se rapprocher de plus en plus de Dieu, plus ils commettent de crimes. Il faut savoir que dans cette religion, il est recommandé de faire le pire. Et c'est en faisant le pire que l'humanité évoluera. Donc c'est une psychologie, c'est un spiritualisme qui est extrêmement difficile à comprendre et à appréhender. Et alors surtout pas un public pas averti. Là, il vous prend pour un fou. Mais pourtant, cette religion existe bien. Et bon, je donne dans ce bouquin les éléments, etc., qui permettent aux gens de vérifier, de trouver des infos, etc. Comment on peut l'appeler, cette religion, là, non? C'est le franquisme? Il n'y a pas de mot, justement. Le sabbatéisme, non? Oui, on peut dire le sabbatéisme, on peut dire le franquisme, on peut parler du culte de Baal, mais Baal, c'est pareil, c'est un mot générique. Donc Baal, c'était un culte global. Dans les cultes de Baal, il y en avait qui n'étaient pas sacrificiels, ni aussi horribles que d'autres. Donc, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas un mot précis qui pourrait définir plus... On me dit d'ailleurs, Hitler a offert des Corans dorés à tous les SS de la division Anschar, si je me souviens bien. Ouais. Bon, c'est pour... Ben, Hitler, c'est pareil, voilà. Hitler, c'est un exemple qui est bien dans le sens où quand on essaye d'avertir des gens, parce que le gros problème de notre monde actuel, c'est d'éveiller les gens. Bon, et tous, on est confrontés à ce problème-là. Alors, vous prenez n'importe qui a vu une émission, qui a lu un bouquin, etc., qui commence à vérifier les informations, il est convaincu lui-même. Il parle à son voisin de palier, et il se rend compte qu'il se heurte à un mur. C'est extrêmement difficile. Bon. Ma première réaction, le jour où quelqu'un m'a dit les chambres à gaz sous Hitler, ça n'a jamais existé. Bon. Ma première réaction, parce que j'étais conditionné par une multitude de livres que j'ai lus sur le sujet, par les films, par toute notre société, par une norme, par tous mes amis juifs qui en sont convaincus. J'étais convaincu donc et quand j'ai entendu ça la première fois, qu'est-ce que j'ai fait? Mon premier réflexe, ça m'a dit, lui c'est un charlot. C'est un fou, c'est un rigolo, il me sort ça. Pourquoi? Parce qu'il me l'a sorti brutalement. Il m'a dit, les chambres à gaz, ça n'a jamais existé, c'est un gros montage. Et puis, du coup, il a éveillé ma curiosité, et puis après, j'ai été chercher. Et puis, j'ai trouvé que, effectivement, aux États-Unis, des Juifs avaient parlé avec leurs parents en détail, et leurs parents lui avaient dit qu'ils avaient été choqués de découvrir ces histoires de chambres à gaz, alors qu'eux-mêmes avaient été dans les camps et qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Et puis là, ce sont des gens qui sont des victimes de de cette guerre, qui en sont sortis, et qui témoignent qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, il n'y a pas que Faurisson. Vous connaissez Faurisson en France, mais moi je connais un Argentin qui
qui est un juif et qui est extrêmement virulent sur le sujet, et qui dit c'est monstrueux cette histoire qu'on a montée pour le peuple et pour les publics, qui a jamais existé. Donc, quand on se met à chercher, à ce moment, on découvre énormément de choses. Et ça fait scandale, mais un scandale qui est vite étouffé. Par exemple, ce jeune juif aux États-Unis qui a exposé cette médaille avec d'un côté la croix gammée et de l'autre côté la croix de David. Ah, Pierre Hillard nous avait ramené un exemplaire ici même, ouais. un exemplaire authentique. Et donc, quand il a sorti son bouquin et qu'il a expliqué les normes qu'avait donné Hitler, etc., il a été pratiquement rejeté complètement par la communauté juive et par le grand public au départ. Et puis finalement, quand on lit son livre qui donne toutes les informations et tous les éléments pour vérifier, c'est vrai. Et donc on a du mal. Alors, comment faire pour éveiller nos voisins? Comment faire pour leur faire prendre conscience de ce qui se passe? Je crois qu'il faut qu'on procède doucement, qu'on ne peut pas brutalement aller leur parler des cérémonies, des sacrifices humains, etc. Ouais, c'est trop violent, oui, il y a des charniers, oui, on le sait, oui, il y en a dans tous les pays du monde. Il y a eu récemment en Angleterre des scandales énormes avec des cadavres de petits-enfants. Je crois qu'il y a plus de 2000 cadavres de petits-enfants qui ont été trouvés. Et dans tous les pays, partout. Partout où il y a de la franc-maçonnerie, il y a des sectes occultes, il y a des charniers, il y a des cérémonies, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que tous les francs-maçons sont satanistes et participent de ces cérémonies. Parce que 99% des francs-maçons ne savent rien. Ils ne savent rien de tout ça. Ouais. Ils sont complètement ignorants de tout cela. Il faut monter dans les très très hautes sphères. Ceux qui ont été sélectionnés au plus haut niveau. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, alors dans ce cas, faire un amalgame sur les francs-maçons, parce que, non. En fait, voilà... L'amalgame est toujours dangereux. Non, parce que souvent, il y a quand même une tendance, on va dire, entre guillemets, dans la dissidence, c'est que les gens, dès qu'ils entendent le mot franc-maçon, ils sautent sur leur chaise, ils sautent tous les meubles, voilà, franc-maçon, Mais 99% des francs-maçons sont des types comme vous, comme moi. Moi, on m'a proposé 2 ou 3 fois d'entrer dans la franc-maçonnerie, j'aurais pu dire oui. Si, je sais que ça me provoque une ascension sociale, je sais que ça rapporte de l'argent, je sais que c'est des petites magouilles, c'est pas bien méchant. Et puis en plus de ça, au départ, on vous donne l'impression que c'est pour faire du bien. Parce qu'au départ, quand vous rentrez, c'est pas seulement pour vous dire on va te piquer 400 € tous les ans, parce que ça coûte 400 € par an, à peu près. Hein. Donc, c'est pas pour vous dire ça. On vous dit c'est pour une œuvre de bien, pour le développement social, etc. Les gens rentrent au départ avec des bonnes intentions. Et il y a des gens qui restent, ceux-là ils restent toujours à très bas niveau, avec leurs bonnes intentions et qui sont exploités par les autres et ils ne se rendent même pas compte. Oui, voilà, c'est des idiots utiles un peu. Oui, mais comme dans toutes les sectes. Regardez les gens qui sont sortis de l'Opus Dei, regardez ceux qui sortent. Bon, toutes les sectes fonctionnent sur les mêmes schémas. Alors la technique au départ, c'est d'utiliser des méthodes d'initiation, des rites, qui permettent très rapidement de déceler quel type de personnalité on a en face. Les personnalités qui se soumettent très facilement, celles qui sont faibles et qu'on va pouvoir utiliser, les rites sont faits pour ça. Et donc très rapidement, ils décèlent les personnalités des gens et les exploitent ensuite dans ce sens-là. Oui, ceux qui sont un peu faibles, entre guillemets, on les fait pas trop évoluer. Seulement, vous avez quand même toute une base de la franc-maçonnerie qui est un véritable rocher qui maintient le système par lequel ils possèdent le pouvoir et le posséderont toujours. Et cette base, c'est pas quelques francs-maçons qui participent à des cérémonies bizarres à Paris, etc. Non, la vraie base, ce sont dans tous les petits villages, et il y a des milliers de villages en France. Dans tous ces petits villages, vous aurez toujours le maire, le notaire, l'huissier, l'avocat. Voilà, c'est ce petit monde, et il est là depuis 300 ans, depuis la Révolution. Depuis la Révolution française, quand même. Les francs-maçons ont pris le pouvoir, l'ont installé et le contrôle au niveau de tous les petits villages, etc. Et ce sont ces petits villages qui contrôlent le pays. Parce que si vous voulez vous présenter demain, allez voir les 500 maires francs-maçons pour obtenir leur signature. Et est-ce qu'on peut faire un lien aussi, justement, entre la franc-maçonnerie et les Templiers, c'est-à-dire un lien... Oui, c'est le successeur direct. Simplement, après, ce ne sont que des mots. Les francs-maçons, par exemple, vous avez beaucoup de loges qui portent des noms complètement différents, qui s'appellent Templiers, qui s'appellent Chevaliers. Ils aiment bien les titres, ils aiment bien les décorums, ils aiment bien la para. C'est comme des enfants, ils aiment bien tout ce qui brille. Alors on leur met des beaux costumes, des titres, etc. Et ils vivent là-dessus. Mais par exemple,
Tiens, je vais vous donner une nouvelle qui est amusante. Parmi leur groupe, il y a une secte qui est les Chevaliers de Malte. Or, l'île de Malte, curieusement, le turfiste français qui joue aux chevaux, il ne le sait pas, mais la société, elle est à Malte. Et donc, le jeu national français, la Française des Jeux, l'argent, il arrive sur l'île de Malte.